Vous êtes sur la première. Yorana, merci d'être au rendez-vous. 130 000 doses de vaccins livrées depuis le début de la crise en Polynésie. 300 000 d'ici le mois de juillet. Sont-elles utilisées à bon escient? Le ministre des Outre-mer a voulu le constater sur le terrain. Il se rendra compte également des désastres engendrés par le coronavirus sur le haut fleuron touristique polynésien Bora Bora, où la reprise est difficile. Jacques Damour nous dira quelles sont les grandes attentes des acteurs du tourisme avec son invité en direct depuis Bora Bora. Il est toujours impossible de se paxer en Polynésie, la faute à une mauvaise compréhension du statut d'autonomie. La compétence revient pourtant au pays et le texte tarde à être adopté. Et enfin, nous irons à la rencontre de jeunes danseurs de Maupiti. Depuis 2 semaines, ils sont à Tahiti pour remplir leurs caisses grâce à des ventes de pain coco. Objectif, participer à un festival de danse aux États-Unis. Pas de passe-droit pour le ministre des Outre-mer arrivé hier soir à Tahiti et pour ses 3 collaborateurs. Sébastien Lecornu, qui est entièrement vacciné, n'a pas été exempté du test imposé aux nouveaux arrivants accueillis par les autorités locales et le représentant de l'État. Il est au Whenua pour 8 jours, vous le savez, à Tahiti, Bora Bora et à Hivaoa. Première visite officielle donc et nouvelle déclaration du ministre des Outre-mer sur la vaccination. Je vois des théories un peu curieuses, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi sur le vaccin, a affirmé Sébastien Lecornu à l'issue de sa visite au centre de vaccination de Pirée. Pas question de laisser le doute s'installer dans l'esprit de la population. La vaccination reste selon lui le seul moyen de sortir de la crise. Il a constaté aujourd'hui l'Organisation polynésienne de lutte contre le coronavirus. Sébastien Lecornu qui comprend la décision d'ouvrir partiellement les frontières aux Américains seulement. Natacha Silagi, Patrick Sing Sing. La couronne de fleurs est prête. Tout le monde est à son poste. Le ministre des Outre-mer peut contrôler la vaccination à Tahiti. Qui se rendent compte comment on est installé, comment on fait les choses bien à Pirée. Vous savez qu'il y a plusieurs élèves de Montréal qui viennent d'avoir le coronavirus? C'est vrai? Oui, bien sûr que je sais. Donc, ça tombe mal? Non, pas du tout. Non, ça nous paraît être dans le cours normal des choses, on l'a toujours dit, le virus continue de circuler. Plus de 20% de vaccinés en Polynésie. Ce qui attendait aujourd'hui n'était pas là pour le ministre d'État. On vient de découvrir, on nous a dit de venir nous vacciner à 14h30, mais on ne savait pas que le ministre est arrivé. Donc ça tombe le jour J en fait. Voilà, exactement. Voilà. Première visite officielle dans un centre de vaccination. Objectif, encourager le personnel soignant et les volontaires à continuer de vacciner à un rythme soutenu. Vous sentez nos concitoyens comment là? Ils sont impatients de se faire vacciner, ils traînent un peu les pieds, ils vous posent beaucoup de questions? Il y en a qui posent beaucoup de questions. Ouais. Après, ils veulent vraiment se faire vacciner. C'est pour ça qu'il y a du monde. Ici à Pirée, il y a du monde. Les représentants de l'État et du pays à ses côtés pour promouvoir la vaccination massive de la population. Et ce qui me fait un peu de peine, c'est de voir au fond qu'on prend parfois un peu de retard parce qu'il y a des doutes qui s'installent et qui sont des doutes qui ne sont pas fondés. Et ça, c'est le message principal que je veux faire passer ici cet après-midi. La vraie protection, c'est la vaccination. Autre rendez-vous pour rencontrer et remercier les policiers, les gendarmes et tous ceux qui contrôlent les motifs impérieux afin d'empêcher l'entrée du variant sur le territoire. Ce n'est pas une ouverture comme ça à volo. On est au contraire sur quelque chose qui est très encadré. C'est un test. C'est aussi une capacité à remonter en puissance avec beaucoup de contraintes. Et les personnels de l'État qui sont ici s'assurent justement de contrôler ces contraintes. Donc ce n'est pas du tout un chèque en blanc. L'État qui protège et qui contrôle. Le virus sous haute surveillance jusqu'à ce que 70% de la population soit vaccinée. Vous venez de l'entendre, 13 cas positifs de Covid-19 ont été détectés au collège d'Afreitou, relaté nos confrères de la Dépêche de Tahiti mercredi dernier. Les 12 élèves et un professeur sont aujourd'hui isolés. D'autres tests de dépistage seront réalisés la semaine prochaine. Par conséquent, l'établissement sera fermé jusqu'au mercredi 12 mai inclus. Des malades certainement comptabilisés dans le bulletin épidémiologique journalier. On dénombre ce vendredi 32 cas actifs, dont un hospitalisé en réanimation. Par ailleurs, vous le voyez, la campagne de vaccination bat son plein. Plus de 30 000 habitants sont entièrement vaccinés. À ce sujet, un nouveau centre de vaccination éphémère ouvrira ses portes à la présidence jeudi prochain de 8h à 16h.
Une vaccination massive a eu lieu à Bora Bora aussi, nous vous en parlions cette semaine. La perle du Pacifique qui vivait exclusivement du tourisme peine à redécoller malgré l'arrivée des touristes américains le week-end dernier. L'île est sinistrée et tous ses espoirs, ou presque, reposent sur cette visite ministérielle. Inacio Raveino, Jacques Damour. Ne vous y fiez pas, cette embarcation est effectivement remplie de touristes venus à terre le temps d'une excursion. Sauf que 8 jours après la réouverture de nos frontières aux touristes américains, leur nombre reste insuffisant pour satisfaire les acteurs économiques de l'île. Un peu plus loin, au centre artisanal de Vaitapé, ce n'est pas l'affluence de la belle époque et les mamas désespèrent. C'est quand même compliqué. Il n'y a pas de Français. Il n'y a que des locaux. Cela fait 1 mois que nous avons ouvert, mais ce n'est pas l'affluence. Un peu plus loin, le vaccinodrome subit lui aussi une activité au ralenti. 90% des candidats au vaccin Janssen travaillent dans le secteur touristique. Leur principale préoccupation, le devenir de leur activité professionnelle, tout en ayant conscience que le vaccin pourrait faire de Bora Bora une destination Covid prepare. Je pense que ceux qui ont perdu leur travail, ils aimeraient savoir quel est l'avenir des hôtels, comment ça va se passer dans le futur, quoi. Je pense que c'est ça la grande question. Hein. C'est un peu bien quand c'est bien quand même, c'est ce qu'il a fait. Hein. Ça pousse aussi à l'économie à s'ouvrir aussi, hein. C'est un manque aussi. Pas croire, nous, on est rien aussi sans l'économie. Mais bon, c'est un peu, ça me stresse quand même beaucoup de participer à ça. Hein. Ça fait du bien aussi quand il vient là. C'est pour donner la nouvelle, c'est pour la population, hein. C'est pour nous. Tu attends quel genre de nouvelles justement? De tout, vous voyez. Un exemple? Le travail, vous voyez, tout ce que tu fais dans la vie, tout. Hein. Du côté de la mairie, où se dérouleront les rencontres demain avec le ministre Sébastien Lecornu, on s'active et on se concentre sur la propreté des lieux. Une dernière couche juste avant que les professionnels du secteur touristique expriment leurs doléances. Et nous allons tout de suite à Bora Bora, où les doléances sont certainement nombreuses. Jacques Damour. Oui, bonsoir Ayata. Eh bien, écoutez, vous le savez, demain se déroulera une réunion très très importante ici à Bora Bora. Vous savez que l'île accueille en moyenne entre 120 000 et 140 000 touristes par an. Donc c'est un secteur qui a été très très touché pour cette crise. Alors, en marge de cette réunion qui se déroulera demain, j'ai invité le président du comité du tourisme de Bora Bora, Rainui Bezino. Bonsoir. Alors, dites-moi, demain, cette rencontre, quelles sont les doléances qu'allez-vous demander au ministre des Outre-mer? Dans un premier temps, nous comptons partager avec le ministre les événements que nous avons vécus sur Bora depuis mars 2020, avec des fermetures, des ouvertures. Et bien sûr, nous comptons surtout lui faire part des spécifiques de Bora Bora. Lorsque nous avons plus de touristes à l'international, c'est tout simplement une fermeture des hôtels, des prestataires, des boutiques et des restaurants. Alors vous me l'aviez dit tout à l'heure, cette réouverture partielle vous fait craindre la disparition ou la diminution des aides, comme par exemple le Diaz ou le DZI, ça vous inquiète beaucoup? Bien sûr, nous sommes inquiets. Nous avons actuellement une réouverture du ciel, avec des avions qui ne sont pas remplis. Nous sommes loin d'avoir atteint un taux de remplissage correct dans les hôtels qui permettrait à l'ensemble des professionnels de reprendre une activité pleine. Et donc, il est difficile pour nous d'imaginer un futur avec une activité comme celle-là sans les aides de l'État et du pays. Alors dites-moi, ça fait maintenant une semaine précisément que les touristes américains sont revenus avec cette ouverture partielle. Quel est le bilan que vous pouvez faire, notamment ici sur Bora Bora, puisqu'on sait très bien que c'est la destination phare, notamment des touristes américains?
Dans un premier temps, ça fait plaisir de voir des Américains, en tout cas des touristes, revenir sur l'île. Mais il faut avouer qu'il n'y a pas assez de touristes pour vraiment retrouver une belle activité. Et sur une centaine de touristes qui arriveraient sur Bora, ça ne suffit pas pour remplir 10 hôtels. Et donc on attend vraiment le mois de juin. Je pense que le mois de juin sera une date plus intéressante pour l'ensemble des professionnels. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Eh bien voilà ce qu'on peut dire à IATA ce soir. On attend avec une grande importance cette réunion demain avec le ministre de l'Outre-mer, une réunion qui se tiendra à la mairie à partir de 14h. Merci beaucoup Jacques Damour pour ce point en direct depuis la perle du Pacifique. Sébastien Lecornu se rendra donc à Bora Bora dès demain où il rencontrera les acteurs du tourisme, vous l'aurez compris, après avoir commémoré la fête de la victoire avenue Pauvan 1 à O'Upa. Quel avenir pour les 95 salariés de Sabena Technique? Faute de réponse concrète, la grève a donc démarré ce matin. La société qui est chargée des opérations de maintenance aéronautique des gardiens de la Marine nationale en Polynésie a perdu le marché public avec le ministère des Armées. Leur avenir est aujourd'hui incertain. Une inquiétude dont a fait part Diana Yenko à Sébastien Lecornu cet après-midi. La secrétaire générale d'UNSA Polynésie a en effet rencontré le ministre des Outre-mer en fin d'après-midi. Et malgré vents et marées, l'unique magazine d'investigation de la Polynésie est encore debout. Tahiti Pacific célèbre ses 30 ans d'existence, une édition collector qui rend hommage à son fondateur Alex Duprel, disparu en 2017. Dans ce numéro spécial également, des albums photos, des témoignages et une réédition des dossiers emblématiques publiés au fil des ans. Tout cela avec une charte graphique rénovée. Son rédacteur en chef Dominique Schmick nous en dit plus au micro de Tepiu Bombridge. Ça, c'est la première couverture de Tahiti Pacific, donc sortie le 9 mai 91, où on peut voir le baiser d'Émile Vernodon avec Gaston Floss. Ensuite, ça, c'est le premier numéro lorsqu'on est passé en périodicité hebdomadaire. Donc ça, c'était en août 2015. Ça, c'est le fameux numéro hommage après le décès d'Alex, qui est parti donc il y a 4 ans, le 14 mars 2017. Voilà, et à partir de là, donc, ça me permet d'avoir une visibilité globale des couvertures. Le bimensuel Tahiti Pacific est tiré à 5000 exemplaires et compte 550 abonnés, dont 150 à l'international. C'est l'éternel conflit du partage des compétences État-pays qui ne permet toujours pas aux Polynésiens de souscrire au PACS, comprenez le pacte civil de solidarité. La Polynésie est le seul territoire de la République où l'acte est irréalisable et pourtant nombreux sont ceux qui souhaitent pouvoir profiter de ces avantages. Les explications de Chiquita Teiva Darouzès et Nicolas Suir. Le pacte civil de solidarité n'est pas uniquement réservé aux unions de même sexe. Il pourrait aussi intéresser bon nombre de couples qui souhaitent déclarer leur vie en commun. Alors qu'il existe en France depuis 22 ans, la Polynésie est le seul territoire français à ne pas encore le reconnaître. Une injustice selon les défenseurs des droits de la famille. 67% des jeunes couples entre 25 et 35 ans n'étaient que utiliser le concubinage. Donc ça n'apporte pas que c'est pas simple. Et donc le PACS, c'est un moyen simple entre le concubinage, un mi-chemin entre le concubinage et le mariage pour protéger sa famille et surtout pour s'engager dans une vie de couple, de famille et aussi de montrer qu'on s'aime. Les Français ont bien compris l'intérêt du PACS. Sur 400 000 unions en France, 50% des couples choisissent de se paxer plutôt que le concubinage, en raison de ses multiples avantages. D'abord juridique, avec une reconnaissance sur le plan administratif, fiscal, avec des abattements identiques que pour les couples mariés, professionnel, avec le rapprochement des conjoints par exemple, ou des congés exceptionnels, social, avec une couverture étendue à la famille. Enfin, en cas de séparation, la rupture se déroule rapidement, sans juge, contrairement au divorce. Des droits qui peuvent profiter aux nombreux Polynésiens en concubinage, même en cas de décès. Quand un des conjoints va s'en aller,
un décès ou une autre raison, il y a un droit temporaire au logement, c'est-à-dire que la famille est protégée et pourra rester dans le logement, même si le logement ne lui appartient pas et c'était celui de son conjoint, la famille ne pourra pas la mettre dehors. Elle a un droit, elle pourra rester dans ce logement avec ses enfants pendant, je crois, 1 année ou 2 ans. La loi n'est toujours pas appliquée en Polynésie, car elle s'est heurtée au partage des compétences entre l'État et la Polynésie. Le Conseil d'État a été saisi sur la question et a finalement tranché en faveur du pays. Désormais, toutes les dispositions relatives au PACS peuvent être modifiées par l'Assemblée de la Polynésie française. Donc c'est l'ultime étape. Maintenant, il ne reste plus qu'à adopter une proposition de loi ou un projet de loi de pays pour faire appliquer le PACS en Polynésie française. L'association Wahine Orama, présidée par Sandra Lévy-Agami, a déjà le texte en main. Il lui reste plus qu'à le soumettre à la ministre de la Famille, qui saura le porter au sein de la majorité. Comment définir les politiques publiques en matière de santé dans les archipels éloignés? À Hau, 48 ménages devront répondre à une enquête menée par l'Institut Louis Mallardé. Elle vise à effectuer un état des lieux sur la santé des habitants. Quelles sont leurs habitudes alimentaires? Pratiquent-ils une activité physique? Sont-ils atteints d'une maladie chronique? Ce sont quelques questions auxquelles ils devront répondre. Cette étude permettra in fine de définir les besoins dans l'archipel. En Polynésie, ce sont plus de 2000 administrés qui seront sollicités. On les appelle les bourdons de Moorea car comme ces insectes volants utiles pour les bénévoles du collectif sillonnent les routes de l'île Sœur pour ramasser les déchets et cela depuis 2019. En 3 ans, plus de 250 opérations de nettoyage ont été réalisées et plus de 300 mètres cubes de déchets ont été ramassés. Aujourd'hui, les bourdons étaient à thème 1 en contrebas de l'actuel dépotoir de l'île où le constat est alarmant. Muriel Radato, une bénévole, répond à Nuha Urarurua. On savait qu'il fallait nettoyer cet ancien dépotoir. Donc là, il y a énormément de bouteilles en plastique, de bouteilles en verre, un peu de tout, des carcasses de vélo, une carcasse de télé. Donc je pense qu'une opération ne va pas suffire, il en faudra sans doute plusieurs. Mais on sait qu'une fois que ce terrain sera dépollué, je pense qu'on sera tranquille, il n'y aura pas un nouveau dépôt parce que ça c'est vraiment de l'ancien déchet et c'est important de le faire parce qu'on sait que le plastique c'est à base de pétrole donc ça va perturber l'ADN des plantes. Au chapitre sportif, les dames du Pirée Volley Club remportent le tournoi des As. Pour ce match retour face à Tamar Ipunaru, les joueuses de la côte Est ont dû batailler pour arracher la victoire finale. Vous allez comprendre pourquoi dans ce résumé du match signé Nora Mourad et Marouki Duri. Une victoire remportée au tie-break par les championnes de Pirée, un score serré 15-11 où elles ont été menées de 7-1. Il a donc été nécessaire de départager les deux équipes. Un 5e acte décisif où elles ont finalement remporté leur 2e titre de la saison. Une victoire à l'arraché qui n'est pas au goût de leur coach qui avait des exigences particulières. C'est peut-être l'excitation, mais parfois c'est désespérant parce qu'on fait des choses qui ne sont pas normales pour les équipes de haut niveau. C'est surtout au service qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Et une équipe qui sert mal, c'est une équipe qui est vouée à l'échec. Elles ont en effet été surprises pendant les 2 premiers sets. Les jaunes fluos du Tamar Ipunaru ont su prendre d'entrée 6 points d'avance. Mais lorsque leur adversaire a égalisé, elles se sont crispées, ce qui ne les a pas empêchées de gagner la 2e manche. À un set de la victoire, l'équipe de Punaru s'est battue dignement. Je suis fier de les sacrifices qu'ils ont fait dès le début jusqu'à maintenant. C'est pas donné à tout le monde, c'est ça. Un duel joué au mental où les championnes n'ont pas donné le meilleur d'elles-mêmes. Une frustration remise à plus tard car l'heure de la victoire a sonné. Les hommes, eux, n'ont pas eu l'occasion de pouvoir jouer ce soir-là. Leur finale est reportée à ce vendredi, Pirée contre Tefana. Et puis en beach soccer, les Tikitoa défendront les couleurs de la Polynésie en Russie lors du tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde en août. Les joueurs polynésiens ont gagné leur ticket grâce à leur classement mondial. D'abord, ils sont classés 13e et sont les meilleurs du Pacifique. Mais le mérite a également pesé dans la décision. Après avoir été vice-champion du monde en 2015 et 2017, l'OFC a estimé que les Tikitoa méritaient largement leur place dans ce tournoi.
Ils sont à Tahiti depuis 2 semaines et nuit et jour, ils se consacrent à la préparation de pain coco. Ce sont 15 jeunes danseurs de Maupiti qui participeront à un festival aux États-Unis en octobre. Et pour se joindre aux festivités, il faut se donner les moyens. Stéphane Ratino et Patita Savia les ont rencontrés au Fare Amuira de Arui. Il y a un parfum capiteux. Sa promesse gourmande ne peut tromper. Ce dernier coup de pinceau, ultime touche d'eau de coco, parachève une œuvre d'artisan. Le gourmet multiplie en pensée déjà les bouchers, palais frémissants. Bienvenue chez les toqués du pain coco de Maupiti. C'est pour récolter les fonds pour notre 4e versement, qui est à 3 113 000 quelque chose. Du coup, quand on a calculé sur Maupiti, on ne va pas y arriver. Les cocos, ça vient de Maupiti. On a ramassé les cocos en 1 mois, petit à petit, et on est venu avec 4 700 cocos. Le gang du pain coco a débarqué à Tahiti. À l'image des artistes de jadis, ils sont seulement un temps ici, jusqu'à la semaine prochaine. Le temps d'apprendre la ville, sa route et ses codes. Là où à Maupiti, le klaxon sert de signal, ici, les réseaux sociaux sont parchemins. Dans la densité de circulation, ne pas s'égarer, à pas péter, l'heure, c'est l'heure. On a remarqué qu'il fallait respecter le timing que les clients nous demandent de livrer à 11h, il faut que le pain arrive à 11h. Et les clients ici sont sympas parce qu'à Maupiti, vous connaissez tout le monde ici, ce sont des inconnus. C'est ça, ce sont des inconnus. Des souriants, sympathiques, ouverts, aimables. Ouais, ça va. Tahiti comme un premier voyage initiatique pour certains enfants de Maupiti. Une découverte où tous les sens sont ouverts, les yeux écarquillés, les bruits pas si loin de la ville, un autre univers. Par la dynamique de groupe, ces jeunes vivent une expérience incroyable. Ça change un peu de chez nous. Par exemple, le sable noir, il n'y a pas chez nous. Là-bas, il n'y a que du sable blanc. Hein. Après, il n'y a pas beaucoup de maisons comme ça, beaucoup de voitures. Hein. Ça fait bizarre? Ouais, ça fait bizarre. Carrément bizarre. Devant les embouteillages, beaucoup de gens. Mais par rapport à ce que vous allez voir aux États-Unis, c'est rien, non? On ne sait pas encore. Hein. On sait pas encore. Pour l'Amérique, il faut se lever matin, préparer, pétrir, ne jamais céder à la facilité. Ce sont des kilos de pâtes sous les doigts à modeler. À chaque fournée, 450 pains coco, leur poids 1,3 kg. Les matinées s'allongent, mais la force du groupe est là, les mains unies. La plonge, c'est une récréation. Le travail, là, est quasiment fini. C'est fini. Quand on lave les plats, c'est fini. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien. C'est un plaisir de travailler autant pour préparer le voyage aux États-Unis? Ouais, ça fait plaisir. Quand on a un objectif, on donne tout pour l'atteindre. Hein. Même si on est très fatigué, on n'a vraiment plus le temps pour nous-mêmes. Il vous reste 25? C'est 25 qu'on doit récupérer pour la prochaine livraison. Ok. Les beaux gâteaux forment la jeunesse et promettent des voyages. Chaque jour qui passe, les États-Unis se rapprochent pas à pas. Vous avez commandé des pains coco? Il suffit de voir les livraisons se multiplier et les gourmands célébrer le produit. L'Amérique aura donc le goût de la tradition. Au lieu d'aller chercher des sous un petit peu partout, ils ont préféré refaire revivre la tradition de l'île qui est le pain coco façon Maupiti. C'est excellent. C'est du lait de coco avec de l'eau de coco, pas beaucoup de sucre. C'est pas facile à trouver comme ça. Hein. Ça, c'est la qualité d'un pain coco, nature. Combien tu vas en acheter? Là, je viens chercher pour 12. Ils ont travaillé toute l'année. Et en octobre, quand la bise de Californie sera venue, ils pourront chanter Maupiti. Ils l'ont vraiment mérité. Et la prochaine vente aura lieu lundi. Le voyage aux États-Unis concerne plus de 50 personnes. C'est la fin de ce journal. L'information principale concerne bien évidemment l'arrivée du ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu a posé les pieds sur le tarmac de l'aéroport de Faa la nuit dernière. Il a entamé dès aujourd'hui sa première visite officielle au centre de vaccination de Pirée. La vaccination qui reste selon lui le seul moyen de sortir de la crise. Et il a constaté aujourd'hui l'Organisation polynésienne de lutte contre le coronavirus avant de se rendre demain à Bora Bora.
Polynésie la Première vous propose une soirée de divertissement ce soir avec pour commencer Peret Ei animé par le groupe Espoir Ukulélé, puis du rire avec Parlez-moi d'amour avec humour. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Portez-vous bien, très bon week-end et à demain. On se quitte sur ce clin d'œil aux jeunes danseurs de Maupiti. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet